Salam alaikum, bonjour à tous. Voilà, cette vidéo est destinée aux étudiants en deuxième année temps commun biologie, le département de l'SMV Beskra, dans laquelle je vais expliquer le reste des constituants d'un système immunitaire, qu'elle caractérise les animaux vertébrés, en particulier les mammifères. Donc, ces constituants sont les organes, les cellules et les molécules. Aujourd'hui, je vais discuter les cellules immunitaires et les molécules immunitaires. Elles vont connaître tout d'abord que toutes les cellules immunitaires sont générées au niveau de la moelle osseuse à partir d'une cellule souche hématopoïétique totipotente. Au niveau donc de cet organe, on observe ce qu'on appelle l'hématopoïèse. C'est quoi l'hématopoïèse? C'est l'ensemble des phénomènes qui concourent à la fabrication régulière et un renouvellement continu de toutes les cellules sanguines, en particulier toutes les cellules immunitaires. Donc l'hématopoïèse, c'est un phénomène qui regroupe l'ensemble des divisions métotiques, ou bien la prolifération ou la multiplication cellulaire, qui s'accompagnent avec les phénomènes de différenciation ou de maturation d'une façon irréversible. Donc l'hématopoïèse, c'est l'ensemble des phénomènes de division métotique et de différenciation cellulaire qu'elle subit une cellule souche hématopoïétique afin de nous donner naissance à une cellule mature. Le passage de cette cellule d'un stade plus développé à un autre s'appelle un lignage cellulaire. Donc le lignage cellulaire commence à partir d'une cellule souche hématopoïétique totipotente. Cette dernière entre dans une réaction de différenciation afin de générer le progéniteur. Le progéniteur à son tour s'engage dans une succession de division métotique et de maturation ou différenciation pour générer les précurseurs le plus matures. Et les précurseurs finalement s'engagent pour la dernière fois dans une réaction de différenciation pour générer ou fabriquer les cellules matures. Les cellules matures donc sont des cellules naïves capables de reconnaître un antigène, d'interagir avec lui, donc ces cellules vont être libérées dans le sang. Je vais donner un exemple. Voici la cellule souche hématopoïétique qui s'engage donc dans l'un des chemins de différenciation pour nous donner un progéniteur lymphoïde ou bien un progéniteur méloïde. Ça dépend du climat cytokinétique qu'elle sécrète le stroma, c'est-à-dire ça dépend des facteurs de croissance et des interleukines qu'elles sécrètent les cellules stromales. Donc le progéniteur s'engage ou entre dans une multiplication cellulaire, prolifération cellulaire ou division métotique et différenciation pour nous donner les précurseurs. Ça, c'est à partir donc le progéniteur lymphoïde, on obtient le précurseur LT et le précurseur LB. Mais à partir de progéniteurs méloïdes, on peut obtenir des précurseurs granulocytaires qui sont le responsable ou l'origine donc de toutes les cellules de la ligne méloïde, comme les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les plaquettes et même les érythrocytes. Donc, je répète, on a deux progéniteurs qui sont générés ou fabriqués au niveau de la moelle osseuse, sélection des cytokines, des interleukines, des facteurs de croissance sécrétés par les cellules stromales à partir d'une cellule souche hématopoïétique. Les progéniteurs entrent dans des divisions métotiques successives et de multiplication associées avec la différenciation cellulaire pour nous donner des précurseurs. Les précurseurs sélection donc d'une combinaison des cytokines, des interleukines et des facteurs de croissance d'origine stromale, donc nous donnent naissance des cellules matures, donc soit de la ligne lymphoïde, comme les LT, les LB, ou bien de la ligne méloïde, comme les monocytes, les granulocytes neutrophiles, les granulocytes éosinophiles, les granulocytes basophiles, ou bien les plaquettes et les érythrocytes. Donc, ça dépend des molécules, des facteurs de croissance, des interleukines qu'elles sécrètent le stroma. Donc, une fois ces cellules immunitaires sont générées comme il faut et libérées dans le sang,
Chacune de ces cellules exerce des fonctions qui font partie de l'immunité, soit spécifique ou non spécifique, ça dépend de la spécificité de la cellule. Donc, dans ce tableau-là, le tableau numéro 1, donc, je vais regrouper les cellules granulocytaires, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles. J'ai mentionné également les caractéristiques de chacune de ces cellules, donc surtout la forme du noyau et la richesse ou non de ces cellules en granules, donc le contenu des granules et l'activité ou la fonction ou la façon d'implication de cette cellule dans l'immunité. Donc, par exemple, les neutrophiles. Les neutrophiles, ce sont des cellules qui se caractérisent par la présence d'un noyau plurilobé. Voici donc un noyau qui se compose en 3 lobes, donc c'est entre 3 à 5. C'est pour ça que ces cellules s'appellent les cellules polymorphes nucléaires, ou bien les cellules avec un noyau plurilobé. Donc, le deuxième caractéristique de cette cellule, c'est sa richesse en granules ou bien en vésicules sécrétoires. Donc, c'est pour ça qu'on trouve différentes vésicules sécrétoires. En réalité, il y a deux types. Il y a les granules azérophiles, qui sont donc des granules primaires riches en enzymes hydrolases ou bien hydrolytiques, et des granules secondaires. Riches également en substances immunitaires, donc sécrétoires. Pour les azurophiles, donc j'ai cité quelques exemples des enzymes hydrolytiques, comme par exemple la collagénase, responsable de la dégradation de collagène de la matrice extracellulaire. Les myéloperoxydases, ce sont des oxydases responsables de l'hydrolyse ou la dégradation ou le découpage donc des radicaux libres, donc peroxyde H2O2 en des molécules H2O, c'est-à-dire le découpage de peroxyde toxique en une molécule non réactive, non toxique qui est l'eau. Donc, concernant les granules spécifiques ou secondaires, ces granules, comme je dis auparavant, sont riches en médiateurs moléculaires immunitaires, comme par exemple la lactoferrine. La lactoferrine, c'est une molécule protéique qui possède donc une grande affinité vis-à-vis le fer. Donc, c'est une molécule capable de fixer le fer. C'est pour ça toutes les souches bactériennes qui ont besoin de le fer au cours de leur croissance, donc ces souches entrent en compétition avec la lactoferrine sur le fer. Donc de cette façon, on peut dire que la lactoferrine joue un rôle ou un effet bactériostatique, ce qui empêche la croissance des bactéries en cas de fixation de fer. Donc, un autre exemple d'une substance donc, stockée au niveau des granules spécifiques secondaires qui est le lysozyme. Le lysozyme, c'est quoi? C'est une glycosidase, donc c'est une enzyme glycosidase capable d'hydrolyser donc le peptidoglycane qu'elle entre dans la composition de la paroi des bactéries gram positives. Donc, grâce aux lysozymes, la cellule neutrophile peut dégrader la paroi d'une bactérie, ce qui, bien sûr, diminue sa croissance ou sa présence. Donc, vraiment, les neutrophiles, ce sont des cellules immunitaires qui participent ou qui s'impliquent dans les infections bactériennes afin d'empêcher la progression ou la croissance des bactéries au niveau d'un site infecté. Donc, les neutrophiles, c'est un modèle des cellules inflammatoires qui possèdent également un pouvoir phagocytaire. Donc, les neutrophiles, ce sont des cellules phagocytaires. Le deuxième exemple, des granulocytes, comme un médiateur cellulaire de l'immunité, j'ai cité dans ce tableau les éosinophiles. Les éosinophiles sont des granulocytes qui possèdent un noyau cristalloire. Donc, ces noyaux donc bilobés,
Ces cellules donc sont également des cellules riches en granules. C'est pour ça qu'elles sont qualifiées parmi les cellules granulocytaires. Donc les éosinophiles sont des cellules riches en azérophiles, donc riches en granules donc contenant les enzymes hydrolytiques, comme par exemple les peroxydases. Comme je dis auparavant, ce sont les enzymes de découpage de peroxyde en molécules de H2O. Donc, sont riches en autres enzymes, comme par exemple les phosphatases acides. Les phosphatases sont les enzymes responsables de la déphosphorylation plutôt des protéines, c'est-à-dire les enzymes responsables dans l'enlèvement ou le détachement, donc, ou l'élimination d'un groupement phosphate sur une protéine. Les éosinophiles, comme les neutrophiles, sont des cellules phagocytaires avec un pouvoir moindre. Elles vont participer dans les maladies parasitaires ou bien les infections virales. Pour le troisième type des granulocytes, qui sont les basophiles, donc les basophiles sont des cellules géantes, sont des cellules donc, qui se caractérisent par la présence d'un noyau volumineux. Donc, ce sont des cellules granulocytaires riches en granules. Lorsque les basophiles quittent le sang, donc, et passent dans les tissus ou bien les muqueuses, donc ces cellules se développent pour la dernière fois, nous donnant ce qu'on appelle les mastocytes. Donc, je répète, ce qui concerne les basophiles, ces cellules sont des cellules de la forme circulaire. Lorsque ces cellules quittent la circulation sanguine et passent dans les tissus, donc deviennent des cellules plus développées, s'appellent les mastocytes. Le contenu maintenant des granules qu'elles caractérisent les basophiles, généralement, c'est de type des cellules, des molécules plutôt, donc anti-allergiques, comme par exemple l'histamine. L'histamine, c'est un dérivé de l'histidine ou de l'acide aminé histidine. C'est un médiateur déjà vasoactif, c'est-à-dire un médiateur qui provoque la dilatation des cellules endothéliales vasculaires. Donc, l'histamine peut jouer le rôle d'une substance chimio-attractante ou chimio-tactique, c'est-à-dire une molécule capable donc, de stimuler la migration cellulaire. Donc, l'histamine était considérée vraiment comme le chef de profil en cas donc d'une maladie allergique ou là d'une situation allergique. C'est pour ça que j'ai dit que l'histamine a un effet anti-allergique. La même chose concerne la sérotonine, c'est une molécule à effet anti-allergique. Cette dernière est un dérivé de tryptophane. Elle participe dans la réaction immunitaire comme une molécule capable donc, de provoquer la constriction des cellules endothéliales vasculaires, c'est-à-dire la contraction des cellules vasculaires endothéliales. Le TNF-alpha, c'est un facteur tumoral donc, et de nécrose qu'elle contient les granules des basophiles. Ce dernier, c'est un facteur vasoactif, c'est un médiateur vasoactif, c'est un médiateur chimio-attractant et c'est un médiateur qui stimule finalement la phagocytose. Donc c'est ça le contenu des granules ou la plupart des molécules stockées au niveau des vésicules ou au niveau des granules donc qui contient ou laquelle contient les basophiles. Les basophiles, donc ce sont des cellules phagocytaires donc avec une capacité moindre bien sûr par rapport aux neutrophiles. Ce sont des cellules qui participent beaucoup plus au cours des réactions immunitaires de type allergique ou d'hypersensibilité. Pour les monocytes, ce sont des cellules qui possèdent un seul noyau. Donc, ce sont des cellules volumineuses, sont les plus grands donc parmi les leucocytes, donc qui se caractérisent par la présence d'un noyau rebané. Voilà la forme de noyau, c'est presque la forme haricot. Ce sont des cellules qui ne possèdent pas des granules, donc ne sont pas des granulocytes. C'est pour ça que j'ai cité ici donc l'absence de granulation.
sans granulation. Les monocytes sont riches donc en substances cytotoxiques comme par exemple les lysozymes, les peroxydases et les estérases. Les estérases, c'est quoi? Ce sont des enzymes qui hydrolysent la liaison ester au niveau du nucléotide. Donc les monocytes, c'est la forme circulante. C'est la forme circulante qui se trouve dans le sang. Donc lorsque cette cellule quitte le sang et gagne le tissu, se développe pour la dernière fois, nous donnant les macrophages. Donc c'est pour ça que j'ai cité la phagocytose parmi les fonctions catalysées ou effectuées par les monocytes. Donc les monocytes, lorsque se développent en des cellules macrophages, sont capables de phagocyter un antigène et de représenter bien sûr les épitopes ou bien les peptides antigéniques à sa surface, en jouant donc le rôle d'une cellule présentatrice d'antigènes. Donc les macrophages, c'est la forme résidente dans les tissus. Donc cette dernière, c'est une cellule volumineuse. Donc l'origine de macrophage, c'est le monocyte. Donc cette dernière possède un seul noyau volumineux, arrondi, non nucléé. Elle se caractérise également par la présence d'un cytoplasme volumineux et très riche en vésicules phagocytaires ou qui s'appellent les phagosomes. Donc les macrophages, tellement ce sont des cellules phagocytaires, sont parmi les cellules meilleures donc phagocytaires. Et ces cellules possèdent des molécules donc de dégradation au niveau de leurs lysosomes primaires et secondaires, comme il contient également donc des vésicules riches en facteurs de croissance, en interleukines et en interférons. Les interférons, c'est quoi? Ce sont des molécules messagères antivirales qui induisent la production des radicaux libres toxiques. Donc, je répète, ce qui concerne les macrophages, ce sont des formes tissulaires qui résident dans les tissus. Cette cellule se développe à partir de monocytes. Elle se caractérise par sa taille géante ou volumineuse. Donc, les macrophages sont riches en vésicules. Donc, ces vésicules sont des vésicules qui, au niveau duquel l'antigène est phagocyté. Donc, ces vésicules s'appellent les phagosomes. Plus que les phagosomes, on peut trouver également les lysosomes riches en enzymes hydrolytiques. Donc, la réunion entre les phagosomes et les lysosomes nous donne ce qu'on appelle la phagolysosome, c'est-à-dire la vésicule qui est au niveau duquel un antigène sera dégradé sous l'action des hydrolases, et ensuite un petit peptide sera représenté à la surface de la cellule macrophage. C'est pour ça cette dernière, au cours d'une réaction immunitaire non spécifique, se développe en une cellule présentatrice d'antigènes. En plus que les lysosomes riches en hydrolase, il y a des granules secondaires ou bien des vésicules secondaires qui contiennent des facteurs de croissance, comme par exemple les interleukines, comme par exemple le GM-CSF. Le GM-CSF, c'est un facteur de croissance responsable de la croissance des cellules de la ligne granulocytaire monocytaire. Donc, il contient également l'interféron. Cette dernière, c'est une molécule antivirale, qu'elle peut induire, si vous voulez, la production des substances radicalaires toxiques. Donc, on peut trouver également le TNF-alpha ou le facteur tumoral et de nécrose. Donc, pour le deuxième type des cellules résidentes dans les tissus, j'ai cité les cellules dendritiques. Voilà la forme d'une cellule dendritique. Donc, vraiment, c'est une cellule géante. Elle se caractérise par la présence des dendrites ou bien des extensions cellulaires.
Donc, c'est ça la forme générale d'une cellule dendritique. Bien sûr, c'est une cellule nucléaire. Cette dernière se réside dans les tissus. Donc, on ne trouve jamais des cellules dendritiques dans le sang, comme on ne peut pas trouver des macrophages dans le sang. On les trouve uniquement au niveau des tissus, puisque les deux, ce sont des formes tissulaires. Ce sont des cellules circulantes dans le tissu, pas plus. Donc, les deux, ce sont des cellules phagocytaires. Les deux peuvent représenter le déterminant antigénique. Donc, les deux peuvent jouer le rôle d'une cellule présentatrice d'antigène. Les cellules dendritiques, elles vont participer dans l'immunité, donc comme des cellules phagocytaires capables de sécréter l'interleukine ou les interleukines et les interférons. Donc, la dernière cellule qui fait partie de l'immunité non spécifique sont les lymphocytes, donc tueuses naturelles, ou bien les cellules NK, Natural Killer Cells. Donc, malgré ces cellules proviennent de la lignée lymphoïde, mais quand même, ce sont des cellules immunitaires non spécifiques qui vont participer dans l'immunité non spécifique. Les NK, donc constitués entre 5 à 15 des lymphocytes, ils vont participer dans les réactions immunitaires, surtout contre les infections virales. Donc, sont des cellules principales dans l'élimination des cellules infectées par virus ou bien des cellules cancéreuses. Pourquoi? Puisque ces cellules, ce sont des cellules vraiment cytotoxiques ou tueuses qui possèdent donc dans leurs granules des substances comme l'interféron et d'autres comme les perforines et les granzymes. Les granzymes, ce sont des enzymes qui peuvent dégrader les protéines internes d'une cellule peut être infectée par un virus ou bien une cellule cancéreuse lorsque ces granzymes entrent au pénètre ou peuvent franchir la membrane de ces cellules infectées ou bien de ces cellules cancéreuses. Donc, le passage des granzymes à partir de milieux extracellulaires vers l'intérieur de la cellule infectée par virus, par exemple, se déroule à travers la perforine ou bien les protéines perforines. Cette dernière protéine peut s'insérer au niveau de la membrane de la cellule. Donc, on joue le rôle d'un tunnel ou bien un trou au niveau duquel ou là à partir duquel les granzymes pénètrent à l'intérieur de la cellule et dégrade le contenu protéique interne de sa cellule, ce qui empêche donc la croissance ou la progression de l'infection virale ou de cancer. Donc finalement, comme des médiateurs cellulaires, je vais citer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc ces deux sont considérés comme des médiateurs cellulaires qui font partie de l'immunité spécifique. Donc je vais laisser les phénomènes de développement, de croissance et même l'action de ces cellules dans le chapitre numéro 4. Donc, je vais expliquer la fonction de ces cellules lorsque nous arrivons à expliquer le chapitre numéro 4. L'essentiel, c'est que les cellules lymphocytaires T et B jouent le rôle le plus important au cours d'une réaction immunitaire spécifique ou adaptative lorsque ces cellules se développent en des cellules effectrices et des cellules mémoire. Le deuxième constituant d'un système immunitaire sont des médiateurs solubles ou bien des substances solubles ou des molécules immunitaires solubles. Donc j'ai cité quelques exemples de ces molécules plus que les molécules citées dans le tableau qui expliquent les cellules immunitaires ou qui expliquent les caractéristiques et le contenu des granules des cellules immunitaires. Donc, j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'histamine. On a dit que l'histamine, c'est un dérivé de l'histidine. C'est une molécule anti-allergique. La même chose concernant la sérotonine, qui est le dérivé de tryptophane. Donc, on a vu également le TNF, le facteur de nécrose
est le facteur de tumeur et même l'INF, c'est l'interféron. Maintenant, je vais discuter la bradykinine et le reste des molécules qui sont stockées déjà dans les granules des cellules immunitaires. Comme par exemple la bradykinine. La bradykinine, c'est un dérivé de kininogène, donc d'une protéine plasmatique. Donc cette dernière a un effet vasoactif. C'est un médiateur vasoactif. Qu'est-ce que c'est-à-dire vasoactif? C'est-à-dire une molécule capable d'induire la dilatation des muscles lisses qui s'entourent les vaisseaux sanguins ou bien l'endothélium vasculaire. Donc la bradykinine peut agir sur les cellules endothéliales et même sur les muscles lisses qui se trouvent autour donc, de l'endothélium vasculaire, ce qui provoque la dilatation de ces muscles qui s'associe avec l'augmentation de la perméabilité vasculaire. La même chose concernant les prostaglandines. Les prostaglandines, ce sont des dérivés d'acides gras arachidoniques, donc qui comportent 20 atomes de carbone et de 4 doubles liaisons. Donc ça, c'est l'origine de toutes les molécules prostaglandines, comme la prostaglandine 2. La prostaglandine, donc c'est également un médiateur vasoactif, capable de provoquer la dilatation des muscles lisses autour de l'endothélium vasculaire. Comme elle peut jouer le rôle d'une substance chimiotactique, capable donc d'attirer ou de stimuler ou d'activer la migration tissulaire d'une cellule leucocytaire vers le site agressé. Donc les prostaglandines ont même le pouvoir pérogène, c'est-à-dire la sensation ou l'induction de la fièvre, et en stimulant également la sensation ou douleur. Donc les prostaglandines peuvent agir sur les terminaisons nerveuses en provoquant donc la fièvre et en stimulant la sensation ou douleur. Les leucotriènes, également, ce sont des dérivés de l'acide arachidonique qui jouent un rôle inversé de prostaglandine. Donc, le rôle principal de leucotriène, c'est la stimulation ou l'activation de la constriction des vaisseaux sanguins. La constriction, c'est quoi? C'est la contraction du muscle lisse, c'est la contraction des muscles lisses vasculaires. Donc, les leucotriènes, généralement, avec les trois types B, C et D, qui sont générés à partir de l'acide arachidonique, ces molécules agissent sur les muscles lisses qui se trouvent autour de l'endothélium vasculaire en provoquant donc leur contraction ou leur constriction. Certains types donc, de leucotriènes jouent le rôle de vasodilatateurs, donc qui font la dilatation, qui favorisent la dilatation de ces muscles donc lisses, surtout le type C4, c'est-à-dire l'interleukine LT-C4 et le leucotriène LT-D4. Ces deux types font l'inverse, c'est-à-dire favorisent la dilatation des muscles lisses. Par contre, le reste des types B, C et D favorisent uniquement la vasoconstriction ou la contraction des muscles lisses. Donc, les leucotriènes peuvent jouer également le rôle des substances chimiotactiques, c'est-à-dire des substances capables d'attirer ou de favoriser ou de stimuler la migration des leucocytes vers le site agressé ou la translocation tissulaire ou la migration et le déplacement des cellules au niveau d'un tissu afin de gagner finalement le foyer donc agressé ou la zone agressée. Les leucotriènes sont capables d'augmenter l'adhésivité des leucocytes à l'endothélium vasculaire. Donc, les leucotriènes favorisent l'augmentation de l'adhésion, c'est-à-dire la fixation
des leucocytes au niveau de la paroi endothéliale vasculaire au cours de leur migration. On passe maintenant au C3A et C5A. Les deux, ce sont deux fragments anaphylatoxines générés par l'activation du système complément. Donc, le C3A, le C5A, ce sont des fragments générés lors de l'activation du complément. Ces deux fragments anaphylatoxines jouent le rôle des médiateurs vasoactifs, c'est-à-dire vasodilatateurs, jouent le rôle des substances chimiotactiques et stimulent la dégranulation. C'est quoi la dégranulation? C'est le relargage ou bien la libération ou le dégagement des médiateurs qu'elle occupe les granules. Donc, les deux stimulant la libération de contenu intragranulaire. Tout ce qui se trouve dans les granules sera libéré vers le milieu extracellulaire sous l'effet ou sous l'action ou sous la stimulation de C3A et de C5A. C'est pour ça que j'ai dit que les deux ont un effet stimulateur sur la dégranulation, sur la libération, sur le relargage. On passe maintenant au thromboxane. C'est un dérivé de prostaglandine. Joue le rôle d'un facteur vasoconstricteur. Donc, c'est un facteur qui provoque la contraction des muscles lisses donc autour de l'endothélium vasculaire. Ces molécules peuvent activer également l'agrégation plaquettaire ou ce qu'on appelle la coagulation de sang au niveau bien sûr donc d'une lésion ou bien d'un plaie. Ce qui concerne les interleukines qui sont stockés toujours dans les granules des cellules immunitaires, j'ai cité en particulièrement les interleukines classe A et les interleukines classe 8. Pour les interleukines A, cette dernière c'est un pyrogène. Qu'est-ce que ça veut dire pyrogène? C'est-à-dire une molécule capable d'induire la fièvre. Donc, l'interleukine 1, c'est un pyrogène qui peut augmenter également l'adhésivité leucocytaire et qui stimule la prolifération cellulaire au niveau de la moelle osseuse, surtout la moelle osseuse rouge. Donc, elle jouait différents rôles, des rôles donc si vous voulez, générales, comme l'augmentation de la fièvre, comme la stimulation de la prolifération cellulaire au niveau de la moelle osseuse, et ont la capacité également d'induire un phénomène local qui est l'adhésivité leucocytaire, ou l'augmentation de l'adhésion des leucocytes au niveau de la paroi endothéliale. Ce qui concerne l'interleukine 8, cette dernière c'est un médiateur vasoactif qui provoque la dilatation des muscles lisses, vasculaires si vous voulez. Donc c'est un médiateur chimio-attractant, donc capable de stimuler la migration des cellules vers le site agressé. Et ce sont des molécules qui stimulent la dégranulation et la sensation ou douleur. Donc, ce qui concerne PAF ou le facteur plaquettaire sécrété par les plaquettes, donc ce dernier c'est un médiateur chimiotactique qui stimule la dégranulation et même la production des radicaux libres, des radicaux oxygénés réactifs de l'oxygène toxique capable donc de neutraliser, si vous voulez, le corps d'un antigène. Finalement, j'ai cité les anticorps et les cytokines, donc qui sont considérés comme des médiateurs moléculaires solubles mais spécifiques. Spécifiques, c'est-à-dire que les deux, c'est-à-dire les anticorps et les cytokines, vont participer dans l'immunité spécifique ou au cours des réactions immunitaires adaptatives, alors que le reste des molécules qui sont citées précédemment, ce sont des molécules qui jouaient le rôle des médiateurs solubles de l'immunité non spécifique. C'est-à-dire que l'histamine, la sérotonine plutôt, le TNF-alpha, les interférents, la bradykinin, la prostaglandine, les leucotrienes,
Les fragments anaphylotoxines résultent du développement ou d'activation du système complément. La thromboxane, l'interleukine 1, 8 et le PAF sont considérés comme des molécules immunitaires non spécifiques qui vont participer dans la mise en place d'une réaction immunitaire non spécifique. Donc, ils vont participer dans la réponse immunitaire non spécifique. Par contre, les anticorps et certains cytokines donc jouer le rôle des médiateurs solubles qui font partie de l'immunité spécifique ou les réactions immunitaires spécifiques. Et voilà le tableau numéro 2 qui représente les groupes des molécules immunitaires ou les médiateurs solubles d'une immunité innée avec leurs fonctions. Donc, par exemple, la thromboxane, donc l'histamine, la bradykinin, les fragments anaphylotoxines C3A et C5A peuvent jouer un grand rôle comme des facteurs vasoactifs en augmentant donc la perméabilité vasculaire des capillaires sanguins. C'est via donc la stimulation de la dilatation des vaisseaux. Par contre, le quotidien, donc de type B, C et D, peuvent provoquer donc la vasoconstriction ou bien la construction, la contraction des muscles lisses. C'est le même rôle qu'elle jouait donc la bradykinin et le thromboxane. Par exemple, l'interleukine, voilà, donc comme je dis auparavant, la thromboxane, le cotriane ont un effet vasoconstricteur, donc sont capables de stimuler la contraction des muscles lisses, donc qui se trouvent autour donc de parois vasculaires, ce qui entraîne bien sûr donc la vasodilatation des vaisseaux et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. L'interleukine 1, le TNF-alpha, donc le leucotriene B4, a la capacité d'augmenter donc l'adhésivité des cellules leucocytaires à l'endothélium vasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que ces molécules peuvent agir sur les cellules leucocytaires en augmentant leur affinité vis-à-vis l'endothélium vasculaire, ce qui s'associe avec l'augmentation, ou ce qui signifie l'augmentation de leur adhésion donc, à la paroi vasculaire. Donc, par exemple, donc, les filaments, ou plutôt les fragments C5A, le leucotriene B4, l'interleukine 8 et les chimiokines avec le facteur PAF et l'histamine ont la capacité ou le pouvoir de stimuler la migration des cellules vers le tissu agressé ou vers donc, le site agressé. Cette migration ou ce déplacement des leucocytes au niveau d'un tissu ou bien à travers d'un tissu s'appelle le chimiotactisme. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des substances chimiotactiques, la chimioattractante. Pour l'ensemble C5A, l'interleukine 8, PAF et les peptides formulés, donc sécrétés par exemple un agent pathogène comme les bactéries, cet ensemble donc stimule le relargage ou la dégranulation ou ce qu'on appelle la libération du contenu des vésicules qui sont riches en molécules immunitaires. Donc, la dégranulation signifie le relargage ou la libération de contenu intragranulaire. Ce qui concerne les radicaux oxygénés ou bien le RLO, cette abréviation RLO, elle regroupe l'ensemble des molécules, donc sous forme radicalaire, générées à partir de l'oxygène, donc ce sont des dérivés oxygénés très toxiques qui sont utilisés par les cellules immunitaires contre un agent pathogène ou contre un antigène afin de le dégrader ou le neutraliser. Donc la production de ce type de molécules oxygénées toxiques se déroule sous l'action donc des fragments anaphylotoxine 5A
de TNF-alpha, de facteur PAF, de l'interféron ou l'interleukine plutôt 8 et de l'interféron. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire granulome inflammatoire. Le granulome inflammatoire, c'est une inflammation chronique. Donc, le responsable de la mise en forme ou la mise en place d'une inflammation chronique ou la formation de ce qu'on appelle le granulome inflammatoire, c'est la présence de l'interleukine, le TNF-alpha et l'interleukine A. L'ensemble de ces trois molécules donc favorise la formation des granulomes inflammatoires ou la croissance et le développement d'une inflammation aiguë en une inflammation chronique. Comme je dis auparavant, la prostaglandine, surtout la prostaglandine 2, l'interleukine 1 et le TNF-alpha, ces trois molécules peuvent stimuler l'augmentation de la température corporelle ou ce qu'on appelle la fièvre. Donc, ce sont des agents pyrogènes comme ils peuvent stimuler même la sensation ou douleur. Maintenant, la circulation des cellules immunitaires dans l'organisme. Bien sûr, l'origine de toutes les cellules immunitaires, c'est la moelle osseuse, donc, et le thymus. Ou bien, d'une autre façon, la source de toutes les cellules immunitaires sont les organes lymphoïdes primaires ou centraux. Une fois ces cellules sont générées, sous la forme mature bien sûr, donc ils vont être libérés dans la circulation sanguine afin d'être stockés dans les organes lymphoïdes secondaires et les organes lymphoïdes tertiaires, comme les ganglions, la plaque de Peyer, la rate et le système mucosal ou la surface mucosale. En cas d'une induction, donc d'une réponse immunitaire via l'entrée d'un antigène, c'est-à-dire en cas d'une agression par un antigène, ce dernier va être capté donc par les organes lymphoïdes secondaires et tertiaires au niveau des voies de pénétration et voies de circulation, ce qui provoque l'activation des cellules lymphocytaires T et B en des cellules effectrices et en des cellules mémoire. Tout ça se déroule au niveau des organes lymphoïdes secondaires et tertiaires. Voilà. Donc, je vais répéter la même explication rapidement en arabe. بالنسبة للخلايا المناعية التي تمثل العضو الثاني من أعضاء المشكلة للجهاز المناعي، هذه الخلايا donc يتم إنتاجها بشكل كامل، بشكل منظم، بشكل ناضج، انطلاقا من نقي العظام، انطلاقا من خلية تسمى الخلية donc الطلائعية la cellule souche hématopoïétique. donc هذا الإنتاج للخلايا الناضجة يكون على مستوى نقي العظام انطلاقا من خلية جنينية سوش هيماتوبويتيك، ويحدث ذلك نظرا لنوعية الجزيئات المحفزة على النضج les facteurs de croissance les interleukines. هذه الجزيئات تقوم بإفرازها الخلايا من نوع سترومال les cellules سترومال. على حسب تشكيلة هذه الجزيئات يتم إدراج أو توجيه الخلية إلى التمايز والتضاعف لنوع معين من الخلايا المناعية. مثلا الخلايا المناعية من نوع LTLB يتم إنتاجها انطلاقا من خلايا أساسية de la ligne ميلويد. باقي الخلايا التي تشارك في تركيبة الدم مثل les monocytes, les neutrophils, les éosinophiles, les basophiles et les plaquettes ainsi que les érythrocytes. كامل هذه الخلايا الناضجة يتم بنائها أو إنشائها أو صنعها على مستوى نقي العظام انطلاقا من خلية donc أساسية. هذه الخلية تدعى le progéniteur de la ligne ميلويد. donc هذه الخلية
progéniteur de la lignée myeloïde ستتضاعف تتكاثر وتتمايز إلى عدة خلايا مختلفة. الاختلاف يكون على حسب نوعية الجزيئات المسؤولة عن النضج les facteurs de croissance et les interleukines. بالنسبة لهذا الجدول الذي يضم عدد من الخلايا المناعية، غالبية هذه الخلايا هي خلايا مناعية لا نوعية، أي خلايا تشارك في الأنشطة المناعية أو الاستجابات المناعية اللا نوعية، لأن أغلب هذه الخلايا عبارة عن خلايا بالعة أو تتميز بقدرتها على البلعمة. في هذا الجدول ستجدون بعض الصفات التي تميز كل خلية كشكل النواة وعدد تواجد الحويصلات المفرزة، كما ستجدون مكونات كل حويصل. مثلا الحويصلات من نوع أزيغوفيل هما حويصلات غنية بالأنزيمات المحطمة أو المفككة للجزيئات، قادر تكون جزيئات من نوع بروتين، من نوع ليبيد أو من نوع جلوسيد. دونك نجد على مستوى هذه الحويصلات إضافة إلى الأنزيمات جزيئات لها القدرة على تثبيت الحديد تسمى لاكتوفيرين. عندما تثبت هذه الجزيئات جزيئات الحديد تقوم بامتصاصه من الوسط الخلوي، وبالتالي تضعف أو تنقص من قدرة تكاثر البكتيريا، خاصة البكتيريا التي تحتاج أثناء تضاعفها وتكاثرها إلى الحديد. وبالتالي نقول أن جزيئة اللاكتوفيرين هي عبارة عن جزيئة ماصة للحديد أو جزيئة تمتلك قدرة على تثبيت الحديد، وبالتالي هي جزيئة قادرة على منع نمو وتكاثر البكتيريا، أو جزيئة avec un effet bactériostatique. بالنسبة لجزيئة الليزوزيم عبارة عن جزيئة أنزيمية أيضا، إذن هي عبارة عن أنزيم قادر على تفكيك لبيبتيدوغليكان، وهم نوع من ممكبات السكرية أو من لبوليمير ساكاريديك التي تدخل في تركيب لا باروا بكتيريان. وبالتالي تواجد الليزوزيم يمنع أو يحد من تكاثر البكتيريا عن طريق تحطيم أو تهديم جدرانها les parois des bactéries. نفس الشيء بالنسبة للخلايا من نوع إيوزينوفيل، هي خلايا بلعمية أيضا avec أو مع قدرة بلعمية أقل من تلك التي تمتلكها لنيتروفيل. تشارك لزيوزينوفيل في أنواع معينة من الاستجابات المناعية، خاصة تلك التي يقوم بتحفيزها دخول معتدي من نوع بارازيت أو من نوع فيروس، لأن هذه الخلايا غنية بليزونزيم بيروكسيداز وأيضا ليزونزيم من نوع فوسفاتاز. بالنسبة للخلايا من نوع بازوفيل أو القاعدية، هي عبارة عن خلايا تتميز بوجود نواة ضخمة وبوجود عدد كبير من الحويصلات الإفرازية. هذه الخلايا تشارك خاصة في عملية المناعية أو الاستجابات المناعية من نوع الحساسية أو التحسسية l'allergique et l'hypersensibilité، وهذا نظرا لما تحتويه حويصلاتها من جزيئات ضد الحساسية، مثل الهستامين، مثل السيروتونين، وكذلك le TNF ألفا. نوع آخر من الخلايا المناعية يسمى لي مونوسيت، وهي خلايا وحيدة النواة، هي عبارة عن خلايا ضخمة تمثل لي مونوسيت الشكل المهاجر من تركيبة الدم. هم أيضا خلايا غنية بالليزوزيم
les peroxydases et les esterases. غالبا les monocytes تخرج من الدم بشكلها دونك المهاجر وتتطور إلى ما يسمى les macrophages et les cellules dendritiques وهي الأشكال دونك النسيجية، الأشكال الخلوية النسيجية لخلية المونوسيت، يعني شكلها داخل لا سيركولاسيون سانغين أو داخل مجرى الدم يسمى مونوسيت، وشكلها الخارجي على مستوى الأنسجة يسمى ماكروفاج أو خلايا دندريتيك. لي ماكروفاج أي لي سيلول دندريتيك هم الخلايا التي تتميز بقدرة بلعمية كبيرة جدا، دونك هم الخلايا البالعة الأحسن. تحتوي هذه الخلايا ماكروفاج أي سيلول دندريتيك على أنواع مختلفة من الحويصلات الأولية والثانوية التي قد تحتوي على مجموعة من العناصر المسببة للتطور les facteurs de croissance. donc les interférents كوسائل إعلامية يتم إنتاجها ضد كل نوع من les infections virales، كما لها القدرة أيضا على التحفيز على صنع les radicaux libres toxiques أو المنتجات الناتجة عن تطوير الأكسجين. بالنسبة للخلايا القاتلة من نوع أنكا هي عبارة عن خلايا من نوع الليمفوسيت ولكن ليست بالخلايا المتميزة، دونك هما عبارة عن خلايا نون سبيسيفيك. لأنكا خلايا كخلايا قاتلة تقوم بإفراز الانترفيرون، كما تقوم بإفراز أيضا ما يسمى بالبيرفورين والكرونزين. البيرفورين هي جزيئات عندها القدرة على الالتصاق بأسطح المعتدي أو الأنتيجين، دونك وتشكل بذلك طريق أو باب عن طريقه يدخل ليغرونزيم، وليغرونزيم هما عبارة عن جزيئات أنزيمية لها القدرة على تحطيم كل ما يتواجد على شكل بروتين داخل الخلية، خاصة الخلايا المصابة بالفيروس infectées par un virus أو الخلايا السرطانية les cellules cancéreuses. بالنسبة للمكون الثالث للجهاز المناعي المتواجد على مستوى الحيوانات دونك الفقارية خاصة الماميفير، أعرض هنا بعض أنواع الجزيئات المناعية مثل الهستامين، لا سيروتونين، التي ان اف الفا، اليانف كما سبق ذكرهم في الجدول السابق. دونك أضفت عليهم لا براديكينين، دونك لا بروستاغلاندين، لي لوكوتريان، لو سي 3 A، لو سي 5 A، لا ترومبوكسان، l'interleukine 1، l'interleukine 8، le PAV، les anticorps et les cytokines comme des médiateurs spécifiques pour l'immunité spécifique. في الجدول الموالي عرضت أنشطة أو بعض من أنشطة هذه الجزيئات التي تشارك في رفع نفاذية الجهاز الدوراني للدم أو ما يسمى بالأوعية. إذن تقوم برفع نفاذية الأوعية مما يسمح بخروج دونك الخلايا المناعية إلى النسيج المصاب. يحدث ذلك أثناء عمليتين، الأولى هي عملية لا كونستريكسيون أو لا فازوكونستريكسيون، أي عملية تقلص العضلات الملساء المحيطة بالجدار الوعائي. العملية الثانية هي عملية لا ديلاتاسيون أو الارتخاء، يعني ارتفاع نفاذية الجدار الوعائي يحدث نتيجة لعمليتين وهما عمليتين التقلص والتمدد. إذا التقلص والتمدد يحدث بواسطة جزيئات تقوم بإفرازها الخلايا المناعية أو يقوم بإفرازها المنطقة المصابة أو يقوم بإفرازها المعتدي في حد ذاته. مثلا الانترلوكين 1 لو تي ان اف الفا، لوندوتوكسين،
دونك لي لوكوتريان بي 4 عندهم القدرة على زيادة التصاق الخلايا من نوع فاغوسيت بالجدار الوعائي، مما يسمح بخروج هذه الخلايا للوصول إلى المنطقة المصابة والمشاركة في عملية القضاء على البكتيريا أو المعتدي الذي تسبب في الاستجابة المناعية. بالنسبة لمصطلح الشيميوتاكتيزم، يعني قدرة الخلايا على الهجرة، أو هي هجرة الخلايا عن طريق الأنسجة للوصول إلى المنطقة المصابة، تسمى الشيميوتاكتيزم. إذا الشيميوتاكتيزم هو عملية عبور الخلايا عن طريق الأنسجة انطلاقا من الأوعية الدموية إلى النسيج المصاب. عملية تنقل هذه الخلايا من الأوعية الدموية إلى خارج الأوعية أو إلى الأنسجة للوصول إلى النسيج المصاب، وذلك بهدف القضاء على المعتدي، يسمى الشيميوتاكتيزم. Le relargage des médiateurs intragranulaires هي عبارة عن عملية إفراز محتويات الجزيئات أو الحويصلات التي تتواجد على مستوى السيتوبلازم للخلايا المناعية. عملية إفراز محتواها يسمى la dégranulation ou le relargage. ل RLO هي عبارة عن مجموعة من الجزيئات على شكل غاديكالير. هذه الجزيئات يقوم صنعها أو تقوم بصنعها الخلايا المناعية انطلاقا من الأكسجين. إذن هي عبارة عن أشكال جذرية حرة مصنوعة انطلاقا من الأكسجين ولها فعالية جد خطيرة. إذن هي جزيئات سامة توكسيك، يتم إفرازها أو صنعها تحت تنشيط أو بفعل بعض الجزيئات المناعية مثل le C5A, le TNF-alpha, le PAF, l'interleukine 8 et l'interféron. المصطلح granulome inflammatoire هو مصطلح يعبر عن نوع من الالتهاب من نوع inflammation chronique، يعني التهاب مزمن. تشكل الجرانولوم يحدث بفعل الانترلوكين 1 le TNF alpha et l'interféron. بالنسبة لرفع درجة حرارة الجسم la fièvre أو الحمى والإحساس بالألم، هاتين الإحساسين أو هاتين الحادثتين تحدثان تحت فعل la prostaglandine l'interleukine 1 le TNF alpha. وفي النهاية عملية تنقل الخلايا اللمفاوية انطلاقا من الأعضاء المنتجة les organes lymphoïdes centraux وهي la moelle osseuse et le thymus. عند نضج هذه الخلايا يتم بعثها عن طريق الدم إلى الأعضاء الثانوية أو الثالثية أو les organes lymphoïdes secondaires et tertiaires. يتم إذن الاحتفاظ بهذه الخلايا الناضجة على مستوى الأعضاء les organes lymphoïdes secondaires et tertiaires. في حالة دخول معتدي، هذا الأخير يتم الإمساك به على مستوى الأعضاء اللمفاوية secondaire et tertiaire، وهذا يؤدي إلى تنشيط الخلايا من نوع الليمفوسيت تي إي بي لتنتج خلايا نشطة وخلايا ذاكرة.